Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle étape du Tour de San Juan. On va revenir sur l'étape numéro 2 de ce Tour de San Juan. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette étape numéro 2, même si ça a été un petit peu compliqué à comprendre. Parce que, comment dire, c'était filmé avec les pieds et encore je suis gentil. Donc on va revenir un petit peu sur ce sprint, sur ce qui s'est passé lors de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu lors de cette étape. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez, à rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Au niveau programme de la semaine, alors il y aura le Tour de San Juan. On m'a demandé est-ce qu'il y aura les courses de Palma de Majorque. Je ne sais pas. Pour une raison extrêmement simple, je n'ai plus de connexion internet depuis hier soir, donc je fais tout à la 4G et autant vous dire que je ne sais pas quand ça va revenir. Donc si ça revient vite, oui, bah pourquoi pas, hein, les courses de Palma de Majorque. Si ça revient pas vite, peut-être pas. Hein, donc c'est un petit peu le bordel, on va pas se mentir. C'est pas l'idéal du tout. Plus une étape de merde, les deux en même temps, là ça a été une belle journée. Bon. Tour de San Juan, étape de 2. Oui, c'est pas l'étape qu'on retiendra hein, de l'histoire de cette course. On s'attendait à un sprint, on a eu un sprint. Il n'y a pas eu... il n'y a pas eu un gros rythme dans cette étape. Elle était longue pour un début de saison, plus de 200 km. C'est pas facile à gérer, hein, plus de 4h20, 4h30 sur le vélo. Il y avait 2 côtes au programme, c'était de longs faux plat. De toute façon, sur ce Tour de San Juan, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés avec des gros pourcentages. Hein. C'est pas la course pour ça. Et on a eu un sprint un peu moins chaotique que la veille, il faut le dire, parce qu'il y avait un virage difficile à 800 mètres, il y avait un rétrécissement autour de 1,6 km, 1,7 km de l'arrivée, où vous aviez un pont qui rétrécissait un petit peu la chaussée, et donc un virage à 800 mètres, et ensuite c'était ligne droite. Et comme il n'y a pas eu de souci au niveau de l'organisation de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de souci de sécurité, même si on allait très vite dans ce sprint, parce que j'ai l'impression qu'on était légèrement en faux plat descendant. Donc c'est allé très très vite. Certains ont calculé plus de 65 à l'heure. Hein. Donc c'est un sprint, tout ça allait très très vite. Et ça a été assez musclé. Notamment, je pense, Jacobsen à un moment sort un petit peu l'épaule. Enfin, voilà, ça aurait pu... s'il y avait eu une chute, ça aurait pu être catastrophique dans ce genre de conditions du côté de San Juan. Alors difficile de vous parler de la course. Pour une raison extrêmement simple, on a eu d'incessants problèmes de faisceau de caméra, c'est-à-dire que il y avait le faisceau international a pété je ne sais pas combien de fois. Ça a été une horreur. Grosso modo, vous avez les 4 derniers kilomètres qui sont filmés. Le reste, non. C'est-à-dire que le reste, il n'y avait pas d'info. Aucune info. On n'avait pas l'avancée en termes de kilométrage, on n'avait pas les écarts GPS, on n'avait rien. Mais vraiment, quand je dis aucune info, c'est aucune info. Ça commence à faire beaucoup quand même pour l'organisation de la course. Ouais. Là, c'était inadmissible. C'est-à-dire qu'on avait... Alors déjà, je l'avais dit hier, c'était encore mal filmé. Ça, c'est clair et net. Cette course-là est très mal filmée. Les caméras sont beaucoup trop proches du peloton, sont dans le peloton, donc on voit rien, absolument rien. Le sprint est filmé de telle manière que vous voyez la moto-caméra pendant 3 plombes, donc vous voyez pas vraiment ce qui se passe au niveau du sprint. Les hélicos filment de très très loin. Donc c'est une horreur à suivre. Là, c'est très compliqué pour moi aujourd'hui de vous faire une vidéo dessus. Parce que j'ai quasiment rien vu de la course. Et quand je l'ai vu, c'était mal filmé. Donc c'est compliqué. Les caméras moto, on les a quasiment pas vues de la journée. Vraiment, il y a un moment, faut pas se mentir. Alors il y a des coureurs qui ont été pris dans une chute. Je peux même pas vous dire qui. Ça doit être dans la fameuse descente de la première difficulté du jour, où il y a dû avoir une chute. Parce qu'on a vu pas mal de coureurs avec le maillot déchiré, notamment un coureur de la DSM qui avait le maillot complètement éventré, donc vraiment qui s'est pris une grosse chute
Mais je peux même pas vous en dire plus parce que il y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Donc c'est vraiment très compliqué voilà, de suivre la course parce que vraiment c'était... voilà, et vous voyez même le live de Pro Cycling Stats, il n'y a rien parce qu'on n'avait pas d'image, vraiment aucune image. Donc c'était vraiment catastrophique. Il y a un moment aussi UCI ou les équipes, hein, parce que faut pas toujours attendre que l'UCI fasse ces choses. Moi je dis depuis des années, si sur des courses comme le Tour de San Juan, il y a personne qui vient, si Soudal Quickstep vient pas, si Movistar vient pas, si Bora vient pas, la course on n'en parle pas. Moi je parle de cette course parce que je veux voir comment va Jacobsen, je veux voir comment va Evenepoel, parce qu'il y a des grands coureurs. Sinon j'en parlerai pas. Mais aujourd'hui, moi je trouve quand même que, on parle de Patrick Lefebvre énormément avec Julien Lafilippe en ce moment, mais Patrick Lefebvre a mis beaucoup moins de temps avant de refuser Paris-Tours que le Tour de San Juan. Parce que je rappelle que depuis qu'il y a les chemins de Pierre, son équipe ne participe plus à Paris-Tours. Parce qu'il avait trouvé que c'était trop dangereux. Le Tour de San Juan, c'est tranquille alors. C'est une course super bien. Parce que là, hier, ça donne absolument pas envie de regarder du cyclisme. S'il y a des gens qui sont tombés par hasard sur la retransmission de cette course, ça ne donne absolument pas envie de regarder du cyclisme. Ça va vous dégoûter de regarder du cyclisme. La manière dont c'était filmé, c'était du n'importe quoi. Mais bon, s'il y a encore des équipes qui sont là pour payer, si l'UCI ne dit rien, bah bon, l'organisateur, il va pas se remettre en question non plus. Hein. Bon, on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence tout de suite avec Fabio Jacobsen. Contrairement à la veille où Soudal Quickstep s'est fait avoir avec le changement de direction et Jacobsen n'a pas pu sprinter, c'est Morkov qui a fait le sprint. Autant là, le train était en place. Dans les 5-6 derniers kilomètres, ils étaient parfaitement en place. Il y avait également Ineos qui était bien parti à un moment pour concurrencer Soudal Quickstep. Et puis, il y a un moment, il y a eu un petit raté, j'ai l'impression, dans le train d'Ineos. Mais du côté de la Soudal Quickstep, c'était parfaitement en place du côté du train. Et Jacobsen n'a pas eu de soucis pour lancer son sprint. Et forcément, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Donc si le train est parfaitement placé, c'est très compliqué de le battre. Même si Gaviria n'est pas passé loin, hein, parce que Gaviria fait un beau sprint, c'est vrai que pour Jacobsen, j'avais l'impression que hier, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait le gêner sur cette étape. Le train était en place. Remco a fait le job. Je ne suis pas surpris que Remco fasse très bien le job. Il le faisait déjà l'année dernière sur le Tour de l'Algarve, pour ceux qui s'en souviennent, où il avait déjà fait pas mal de boulot pour lancer les sprints, notamment Jacobsen. Donc Remco Evenepoel a bien fait le boulot. Et ensuite... Morkov lance parfaitement bien et comme Morkov semble plus en forme que l'année dernière, ça s'est bien passé malgré le gros travail encore une fois de Van Poppel. Du côté de la Bora, ça n'a pas suffi pour aller chercher Jacobsen pour Sam Bennett. Et Jacobsen, oui, était parfaitement en place, donc il n'y a pas eu de grands soucis. Malgré tout, du côté de Jacobsen, il faudra faire attention. Je trouve quand même que c'est un sprinter qui a tendance à sortir un petit peu les coudes de temps en temps, à s'appuyer sur d'autres concurrents, et ça peut être très dangereux. Voilà, ce type de comportement-là. Donc quand il est dans le centre du peloton, je trouve quand même qu'il a tendance parfois à mettre les coudes. Et là, ça n'a pas gêné, me semble-t-il, d'autres coureurs, mais il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent pour Jacobsen, parce qu'à un moment, je pense que du côté du CI, il faudra agir également sur ces sprinters qui parfois mettent des petits coups de change de direction, on en connaît quelques-uns. Et je ne pense absolument pas à Juan Sebastián Molano, qui font des sprints très dangereux. Je continue avec Gaviria. Très gros sprint de la part de Gaviria, parce que lui, il n'est pas vraiment aidé par son équipe. Il n'est pas, c'est pas forcément le coureur qui est le mieux aidé là. Et il sort au bon moment dans son sprint et il est en grande condition physique, je trouve, Gaviria. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment bien sur son sprint. C'est depuis quelques temps vraiment,
je pense, 1 an et demi au moins, où je l'avais pas vu aussi performant sur un sprint. Là, je l'ai trouvé vraiment très très bon parce que Jacobson gagne, mais pas avec une énorme avance hein, sur Gaviria. Donc je trouve que Gaviria a vraiment fait du bon travail sur cette étape. C'était vraiment très intéressant ce qu'il a fait. Bien en place. Donc vraiment du très bon travail avec le petit passage là en descente, les 800 derniers mètres là, où vraiment il prend beaucoup de vitesse. Et c'est un sprint où on était à au-delà de 65 km/h, donc c'est des sprints qui ressemblent à des sprints de cyclisme sur piste. Peut-être aussi que le fait de faire de la piste, il a fait de la piste cet hiver, il s'est entraîné sur la piste, ça lui a redonné un petit peu de giclette qu'il avait perdu ces derniers temps, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Gaviria a commencé par la piste. Il a été notamment champion du monde de l'Omnium. Donc c'est un coureur qui veut même refaire de la piste pour Paris 2024, c'est dans ses objectifs, à Fernando Gaviria, et là je l'ai retrouvé vraiment bon. Il a retrouvé un petit peu la giclette qu'il avait peut-être perdu ces derniers temps, et vraiment très bon Gaviria sur cette étape. Donc très content pour le coureur colombien, on espère que ça va vraiment se poursuivre pour lui, parce que il pourrait peut-être gagner, parce que là, Gaviria, avec une équipe un peu plus costaud autour de lui, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant pour la Movistar, qui, désormais à Garcia Cortina, ils ont des gens aussi pour lancer Gaviria. Notamment Garcia Cortina pourrait faire ce travail-là. Donc ça pourrait donner un beau train de sprinter pour cette équipe. Il y a Roras aussi, hein, qui a fait, je crois, 4e de la Classica Valenciana. Donc ça peut être très intéressant de voir comment ça se goupille du côté de la Movistar autour de Gaviria. Et si Gaviria est en forme, ça peut être vraiment cool de le voir. Et puis je termine avec German Nicolas Tivani. On avait parlé de l'Argentin qui a rejoint la Coratec. Et bah 5e de son sprint, Tivani, et face à du beau monde quand même. 5e derrière Bennett, Aberasturi, Gaviria et Jacobson, devant Nizzolo, devant Viviani, devant Sagan, devant les deux Viviani, devant Wout Poppel qui a fait le job, devant Syriza d'Astana qui n'a pas pu faire son sprint correctement. Non, c'est bien devant Richetze aussi. C'est bien parce qu'il y avait du monde. Alors la Coratec, moi je les ai trouvés plutôt bien en place. À un moment, sur les quelques images d'hélicoptères qu'on a pu voir dans le final, ils étaient bien autour de Tivani. Donc ça c'est toujours idéal. Encore une fois, quand vous avez un train, quand vous avez des courants autour de vous, c'est toujours un avantage. Je rappelle, c'est quand même quelqu'un qui a remporté une étape du Tour de San Luis en 2016, du Tour de San Juan en 2019. Et 11e du Tour de San Juan en 2020, bon, avec des circonstances qui étaient particulières avec la Covid, mais c'est un coureur qui sait s'exprimer sur ce type de course, qui a été stagiaire chez UAE en 2018. Bon, ça s'était pas très bien passé vu qu'il ne l'avait pas gardé. Et là, il rejoint une équipe de 2e division. Ça se passe bien pour le moment pour Tivani sur cette 2e étape. Donc c'est plutôt très intéressant pour lui. On verra comment ça se placera lors de l'étape de demain, parce que ça devrait encore convenir aux sprinters. Donc Tivani, oui, intéressant. Et puis c'est intéressant pour la Coratec parce qu'il marque quand même 3 points. UCI, la Coratec, vu la faiblesse de l'effectif, il va falloir quand même se montrer un petit peu. Et puis un coureur comme Tivani, il y a le Giro. La Coratec sera invitée sur le Giro. Ça peut être un coureur intéressant pour, pourquoi pas, aller chercher des places d'honneur sur cette course. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 2 bonnets d'âne pour cette étape. Je commence avec Peter Sagan. Super bien entouré Sagan dans le final. C'est-à-dire que Sagan, c'est l'une des équipes qui est la plus en place vraiment dans le final. Et puis ils se font enfermer un peu chez Total. Et puis il fait un sprint où il est plutôt bien placé au début du sprint, mais il finit 9e. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de giclette, moi, pour Sagan. C'est pas très rassurant, parce que déjà Sagan l'année dernière, bon, ça n'a pas été tip-top. Il a apporté beaucoup à l'équipe, mais ça n'a pas été tip-top en termes de résultats. Ça fait quand même quelques saisons où Sagan, c'est plus du grand Sagan. Quand tu l'entends en interview, tu as l'impression qu'il est quand même vraiment démotivé. C'est pas en faisant 9e d'un sprint sur le Tour de San Juan qu'on peut arriver en confiance sur Milan-San Remo.
Voilà. Donc si il veut performer sur Milan-San Remo, il faut déjà performer sur des courses comme le Tour de San Juan. Aujourd'hui, c'est plus le meilleur pour passer les bosses, parce que vous avez Matthews, parce que vous avez des coureurs qui sont meilleurs que ça. C'est plus le meilleur non plus au niveau du sprint. Vous avez du Jacobson, du Gaviria. Dans son registre à lui, c'est-à-dire sprinter un peu puncher, Van Der Poel, Van Aert, Matthews, qui en a d'autres sur ce profil-là, Laporte aussi, sont meilleurs que lui. Donc il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, il faut aussi savoir se remettre en question. Et je ne sais pas si Sagan est capable de se remettre en question. C'est toujours le doute que j'ai eu avec Sagan. C'est que Sagan, quand il gagne, ok, c'est le meilleur du monde, ok, il est en forme, il est bon, super. Par contre, dans les périodes où il a été en difficulté, il a mis souvent du temps avant de remonter la pente. Et j'ai peur que c'est ce qui se passe en ce moment pour Peter Sagan, parce que là, bon, il est plutôt bien emmené. Hein. C'est pas une catastrophe ce que fait Total. Il n'y a pas non plus 150 000 adversaires au départ. Quand tu fais 9e, vu le nombre de sprinters, c'est pas idéal, quoi. Vraiment pas idéal pour Peter Sagan. Donc on va voir dans les jours à venir, mais il va falloir vraiment améliorer ça, parce que sinon l'année va pas démarrer sous les meilleurs auspices. Et puis, contrairement au coureur de Total, qui, notamment Geoffrey Soupe, a gagné hier sur la Tropicale à Missamongo. C'est sa 4e victoire, un truc comme ça, chez les professionnels. Il n'en a pas gagné beaucoup. Et puis Viviani pour finir. Bah là aussi, Ineos bien en place à 3 km de l'arrivée. À un moment, il y a un virage en épingle, pas en épingle à 90 sur la gauche. Ils sont presque devant Soudal Quick-Step à ce moment-là. Et puis pourtant, quand il démarre le sprint très loin, un peu comme Sagan. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Autant je suivais un petit peu ce qui se passait du côté de la Total, autant j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé du côté d'Ineos. Et puis avec les caméras hélico qui étaient extrêmement lointaines, c'était compliqué de suivre correctement la course. Mais je trouve que là aussi, il y a un problème avec Viviani. Et c'est fou avec Viviani, c'est que sur la piste, lui, il s'en sort. Autant Gaviria, on peut dire, bon, en ce moment, il fait pas trop de pistes. Et voilà, c'est un peu comme Coca. Il faut peut-être refaire un petit peu de cyclisme sur piste pour retrouver la manière de frotter, pour retrouver un petit peu la giclette, la manière de pédaler qui est atypique de la piste. Mais Viviani, il est bon sur la piste. On l'a vu notamment au championnat du monde, au championnat d'Europe, où il avait remporté l'élimination. Mais sur la route, j'ai l'impression que Viviani, ça ne marche plus. Alors l'année dernière, il gagne une étape sur la Crow Race, mais bon, c'était la dernière étape, en plus avec un parcours foireux. Sur les sprints face à Jonathan Milan et Axel Laurence, il n'a pas vu le jour, Viviani. Le retour chez Ineos, pour le moment, c'est quand même pas la folie. On va voir sur la suite de la saison. Là, on est qu'en janvier sur le Tour de San Juan. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance dans son train. Et ça, c'est hyper inquiétant pour Viviani. J'ai l'impression de retrouver le Viviani qu'on avait chez Cofidis, qu'on avait lors de sa dernière année chez Quick-Step. C'est depuis quand même quelques temps qu'il n'a pas fait des sprints de qualité en suivant un train, Viviani. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il n'a jamais confiance dans ses poissons pilotes. Ça, la Cofidis, je disais toujours, il y avait un train, il suivait jamais son poisson pilote chez Cofidis. Et pareil chez Quick-Step. J'ai l'impression que chez Ineos, c'est pas beaucoup mieux pour Viviani. On regarde tout de suite l'étape numéro 3 de ce Tour de San Juan, dont on fera le débrief demain. C'est le Circuito San Juan Willkommen vers le circuit, donc il n'y aura pas de surprise. Un petit parcours de 171 km. En majorité plat, on aura juste une petite bosse, ça sera pour rentrer sur le circuit avec peut-être la côte la plus plate de l'année, le El Chernillo, avec je crois 1 mètre de dénivelé positif, ce qui est assez rare, on fait quand même une côte de 3e catégorie. Est-ce qu'on ne serait pas vraiment sur du foutage de gueule? On serait plus à ça près du côté des organisateurs du Tour de San Juan. On passera également à Villa Santa Rosa pour un sprint intermédiaire, Villa Colonne. Enfin voilà, des courses qui sont des villes assez connues quand même d'Argentine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc encore une fois, pas de connexion internet, donc je pense que pour les commentaires, je ne vais pas y répondre tout de suite. Je m'en excuse, mais bon, on ne peut pas faire des merveilles non plus. On essaye déjà d'avancer et c'est pas simple avec que la 4G. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.